prendre le virage, il faut que les étudiants suivent, il faut que les industries adoptent quelque chose là-dedans, il faut que le gouvernement aussi prenne le virage. Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. L'intelligence artificielle encore et toujours cette semaine avec 25 propositions pour booster l'IA en France selon un rapport remis à Emmanuel Macron et le règlement européen historique sur l'intelligence artificielle adopté. On voit ça en détail avec Lisa de Bernard et on en débat avec Bruno Guglielminetti à Montréal. Dans l'actu de la semaine également, un accord étonnant entre Le Monde et OpenAI sur l'intelligence artificielle et TikTok dont le sort est toujours en discussion aux États-Unis. L'innovation de la semaine, je vous parle du nouveau hub pour la maison connectée d'Amazon. Et puis les interviews de Monde Numérique, on découvrira une application d'intelligence artificielle capable d'écouter et d'analyser n'importe quelle réunion pour en faire un compte-rendu détaillé avec l'entreprise française Nibdeo. Enfin, avec Orange, partenaire de Monde Numérique, on s'intéressera à la grande transformation qui touche les télécoms. Le réseau devient une plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Explication dans cette émission avec le CTO du groupe Orange, invité exceptionnel. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 16 mars 2024. Monde Numérique, Jérôme Colombin. Et voilà, c'est reparti pour un nouvel épisode de l'hebdo Monde Numérique. Chaque samedi, 50 minutes de news et d'interviews. Une version longue également, disponible pour ceux qui le souhaitent dès le vendredi soir, mais uniquement sur Apple Podcast en version premium. Sur Apple Podcast également, depuis peu, pour tous les épisodes, la transcription intégrale par écrit du contenu de chaque épisode. Voilà, c'est un nouveau service proposé par Apple. C'est fait de manière automatique. C'est pas toujours parfait au niveau de l'orthographe de certains mots, etc. Mais ça peut rendre service dans certains cas si vous voulez en savoir plus sur ce que vous venez d'entendre. Voilà. Et puis Monde Numérique, c'est aussi les autres jours de la semaine, des interviews en long format, des éditos, des bonus, etc. Tout cela, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast, y compris sur YouTube Music, où vous êtes de plus en plus nombreux à écouter des podcasts d'une manière générale et Monde Numérique en particulier, et je m'en réjouis. Et puis sur YouTube également, la chaîne de Monde Numérique avec de temps en temps des séquences et des reportages en vidéo, des bonus, des interviews exceptionnelles. Donc abonnez-vous à la chaîne YouTube de Monde Numérique. Enfin, Monde Numérique, c'est aussi une newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur le site mondenumérique.info. Et puis, merci à vous qui m'avez envoyé des petits messages cette semaine encore, notamment Bob Bishop du Québec qui apprécie, dit-il, la pertinence et la qualité des informations. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, Chris R, qui écoute le podcast depuis le CES 2023 et qui apprécie la diversité des sujets et la petite séquence hebdomadaire avec mon camarade Bruno Guglielminetti du podcast québécois Mon Carnet. En effet, on se retrouve chaque semaine avec Bruno pour le débrief transatlantique, une séquence diffusée dans nos deux podcasts, Monde Numérique et Mon Carnet de Bruno au Canada. Voilà, avec toutes ces connexions canadiennes, si ça continue, je vais finir par m'expatrier au Québec. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est comme chaque semaine avec Lisa de Bernard. Salut Lisa. Salut Jérôme. Alors, tu as pour nous épluché, décortiqué les infos essentielles, celles qu'il ne fallait pas rater. Et donc cette semaine, c'est encore l'intelligence artificielle qui est à la une. La France met le cap sur l'IA. L'actu, c'était donc mercredi 13 mars, la remise à Emmanuel Macron de ce fameux rapport, un nouveau rapport sur l'intelligence artificielle qui préconise un paquet de mesures pour, on va dire, en quelque sorte développer et même faire aimer l'intelligence artificielle. Et oui, 174 pages et 25 propositions touchant à l'économie, l'administration publique, le monde de la culture, la sphère sociale, le monde du travail. Voilà le nouveau cap pour l'IA proposé à Emmanuel Macron pour mettre la France sur les rails de l'intelligence artificielle. Un plan sur 5 ans, chiffré à 27 milliards d'euros de dépenses publiques, un très gros chantier à l'image de l'ampleur du sujet. Alors voici les points essentiels qu'il faudra retenir de ce rapport. D'abord, des sous. Le rapport parle d'investir 5 milliards d'euros par an
pendant 5 ans, notamment pour faire entrer l'IA dans l'enseignement supérieur et même secondaire. Il préconise également d'investir dans la formation professionnelle autour de l'IA, de financer des entreprises et renforcer des infrastructures du numérique, notamment pour faire émerger une filière européenne de composants semi-conducteurs adaptés au système d'IA. Enfin, la Commission suggère la création d'une organisation internationale de l'IA qui sera basée en France. La France devrait d'ailleurs accueillir un sommet sur l'IA fin début 2024 ou début 2025. Voilà, et puis il y a plein d'autres mesures encore dont on aura l'occasion de parler. Il faudra savoir si tout cela se concrétise. On reparle de ce sujet tout à l'heure dans Monde Numérique, dans le débrief transatlantique avec mon camarade Bruno Guglielminetti. De l'IA encore cette semaine avec l'adoption du fameux AI Act, imprononçable ce truc, donc le grand règlement européen sur l'intelligence artificielle. Voilà, c'est fait. Après sa validation par les pays membres il y a quelques semaines, on en avait parlé, eh bien le texte a été adopté. C'était également mercredi 13 mars, il s'est passé plein de choses ce 13 mars, adopté cette fois par le Parlement européen, Lisa. Oui, un texte historique selon le commissaire européen Thierry Breton. Et il faut dire qu'il représente en effet un tournant dans l'histoire de l'intelligence artificielle, plaçant l'Europe en pionnière de la réglementation en la matière. Objectif de ce texte, adopté à 523 voix pour, 46 contre et 49 abstentions, encadrer le recours à l'intelligence artificielle en Europe, sans pour autant freiner l'innovation. Toutefois, les députés reconnaissent que ce texte aura de lourdes implications pour les entreprises concernées, puisqu'il impose notamment la mise en place de garanties relatives à l'IA à usage général, le fait de limiter l'utilisation des systèmes d'identification biométrique par les services répressifs ou encore l'interdiction d'utiliser la notation sociale et l'IA pour manipuler les utilisateurs. Et pour s'assurer de tout cela, il y aura des dispositifs de contrôle. Exactement, pour accompagner les entreprises dans cette transition, un bureau de l'IA sera mis en place prochainement. Il endossera également un rôle de garde-fou puisqu'il aura à charge de contrôler les modèles d'IA, de suivre l'émergence des nouveaux risques sociétaux et d'enquêter sur les potentielles infractions. Quoique le Parlement européen ait adopté ce texte, il doit encore être officiellement reconnu par le Conseil, suite à quoi il sera publié au journal officiel, date à compter de laquelle la nouvelle législation aura 20 jours pour entrer en vigueur. Son déploiement total, quant à lui, se déroulera sur 24 mois. Et c'est un cadre général, cet AI Act. Ensuite, chaque pays de l'Union va un peu l'adapter à sa sauce. En matière d'intelligence artificielle, toujours, cette semaine, un accord surprenant a été annoncé, un accord qui est une première dans le secteur des médias en France, un partenariat entre, d'un côté, le groupe Le Monde et de l'autre côté, la société américaine OpenAI, la fameuse entreprise éditrice de ChatGPT. Oui, c'est un accord qui ouvre les pages du Monde à l'IA générative d'OpenAI. ChatGPT pourra désormais s'entraîner sur les articles du quotidien, ce qui aura pour effet de permettre aux utilisateurs de bénéficier de réponses directement tirées du journal. Ces références seront mises en exergue et seront accompagnées d'un logo et d'un lien hypertexte vers la page du ou des articles utilisés pour répondre à la requête. En parallèle, les équipes du Monde pourront profiter des technologies d'OpenAI pour développer de nouveaux outils et projets basés sur l'IA. C'est une première en France, Jérôme, mais pas une première au monde, avec un petit M cette fois-ci, puisque le groupe du média allemand Springer a d'ores et déjà conclu un accord similaire il y a quelques semaines, tandis qu'un autre a abouti en Espagne avec le groupe Prisa. Dans le cas du Monde avec un grand M, cette fois-ci, le partenariat est pluriannuel et constituera une source de revenus complémentaire conséquente. C'est intéressant cet accord parce que ça ouvre la voie à une collaboration, intelligente, entre guillemets, entre les médias et les entreprises de l'IA, alors qu'aux États-Unis, on sait que ça a plutôt mal démarré, avec le New York Times qui s'est carrément confronté et qui se confronte actuellement à OpenAI. Cela dit, en France, l'accord du Monde apparemment fait un peu grincer des dents, si on en croit certaines réactions sur X, puisque certains autres médias semblent reprocher à demi-mot au Monde de faire cavalier seul et de négocier donc un accord tout seul dans son coin au lieu de privilégier une approche groupée qui pourrait bénéficier à l'ensemble du secteur des médias français. Allez, on termine par la cybersécurité et encore une vague de cyberattaques. On se rappelle, il y a quelques semaines, des cyberattaques contre les mutuelles, Lisa, qui a mis en danger les données personnelles de millions de Français. Et bien cette fois, c'est au tour des ministères français, d'une part, d'essuyer une vague de cyberattaques et aussi de France Travail, anciennement Pôle emploi.
On commence par ce qui s'est passé du côté des ministères. Oui, c'était dimanche dernier, Jérôme, des hackers pro-russes rassemblés sous le pavillon d'Anonymous Soudan ont ciblé plusieurs entités françaises, parmi lesquelles la direction interministérielle du numérique et les sites de plusieurs ministères, dont Matignon, le ministère de l'économie, de la culture ou encore la direction générale de l'aviation civile. Le mode opératoire, une attaque par déni de service, quoique classique, s'est révélé d'une intensité inédite et suppose qu'un grand nombre d'ordinateurs ont été mis à contribution durant celle-ci. Pour rappel, le déni de service implique de bombarder un site avec un trop grand nombre de demandes simultanées, de sorte qu'il finit par crasher. Alors, l'avantage, c'est qu'aucune donnée sensible n'est extraite par ce mode opératoire. En revanche, comme c'est le cas dimanche, cela entraîne une paralysie des services. Tu as raison de préciser en effet que le déni de service, c'est pas un piratage. En fait, on tambourine contre la porte et ça fait mal aux oreilles, mais c'est tout, pour simplifier les choses. Sur cette affaire, on a quand même aussi un peu reproché au gouvernement d'avoir bien fait mousser cette vague de cyberattaques qui ne serait pas en réalité aussi importante que ça, pas plus grave que d'habitude, mais dans le cadre des tensions actuelles avec la Russie, il semble que ça a été un petit peu instrumentalisé en termes de communication politique. Autre dossier brûlant et sans doute beaucoup plus inquiétant, c'est France Travail, donc anciennement Pôle emploi, qui a été visé en milieu de semaine, là, par un vrai piratage, avec une fuite concernant 43 millions de Français. C'est un coup dur pour le nouvel opérateur qui a vu ses services infiltrés par l'usurpation d'identité de conseillers de Cap Emploi, l'organisme chargé d'accompagner les personnes en situation de handicap, puisqu'en pénétrant dans ces serveurs, les pirates ont potentiellement eu accès aux données de 43 millions de Français, comme tu le disais, qu'ils soient inscrits actuellement ou l'étaient dans les 20 dernières années. Alors on a le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, les adresses postales et mails, l'identifiant France Travail ou encore les numéros de téléphone qui ont fuité. La liste des données exposées est longue et sensible puisqu'elle pourrait entraîner une recrudescence des tentatives d'hameçonnage, voire même d'usurpation d'identité. La priorité maintenant pour France Travail, c'est de prévenir les victimes identifiées. Cela devrait se faire par email ou directement depuis l'espace personnel des usagers. L'attaque n'a pour le moment pas été revendiquée. Une plainte en revanche a été déposée et une enquête préliminaire ouverte. Ça fait bondir encore cette cyberattaque. D'abord, elle s'est produite il y a plusieurs semaines et les intéressés n'ont toujours pas été informés. Ensuite, une fois de plus, ça passe par un ventre mou, un maillon faible, donc une espèce de non pas directement le serveur central, mais un sous-traitant ou un partenaire. Et puis, ça va encore générer des vagues de phishing, quoi. Voilà. C'est surtout que ce qui est assez impressionnant, c'est que ça s'est déroulé sur quasi un mois. Je crois que l'attaque de tête a commencé le 6 février et ils se sont rendus compte le 9 ou 10 mars, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment qu'en plus, ça a pris un certain temps. Voilà. Bon, pourtant, c'est pas une fatalité, ces cyberattaques, mais là, on atteint vraiment un paroxysme. Merci beaucoup, Lisa de Bernard, pour ce round-up de l'actu tech de la semaine, et on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Jérôme. Et tout de suite, dans Monde Numérique, on continue à explorer un peu des sujets d'actualité. Pour cela, on traverse l'Atlantique afin de retrouver mon camarade Bruno. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti. Dis donc, Jérôme, de ta lointaine Europe, tu as quand même suivi ce qui se passe aux États-Unis cette semaine avec l'histoire de TikTok et de ce projet de loi qui est passé du côté de la Chambre des représentants. Mais ça n'en finit pas. C'est dingue. Ce qui Puis se passe fou, sur ton continent. Ben oui, puis c'est fou parce que ça a commencé en juillet 2020 avec un arrêt exécutif de Donald Trump qui mettait les feux sur TikTok. Et puis, finalement, on commence à voir un dénouement de cette histoire-là, sauf que c'est pas fait. Oui, mais c'est assez dingue. Mais moi, j'en parlais effectivement dans mon podcast cette semaine dans l'actu, parce que c'est quand même un gros sujet d'actualité. Mais c'est vrai que si on essaie de décortiquer, de voir un peu ce qui se cache derrière tout ça, moi, ça m'inspire plusieurs réflexions, si tu veux. D'abord, je trouve si on prend beaucoup de recul, c'est assez paradoxal, parce que tu t'imagines... C'est 2 mètres, ça? C'est plus que 2 mètres, c'est plutôt 2000 kilomètres, je dirais. Non, mais TikTok, regarde, c'est quasiment l'application la plus populaire du monde aujourd'hui. Presque populaire au sens utilisé par des tas de gens. Ah oui, des grandes marques, oui. Des marques, des influenceurs, Joe Biden qui d'un côté dit c'est sale et puis en même temps il y va.
Il vient de commencer à publier des trucs sur TikTok. Et on essaye de la museler. Donc, c'est une espèce de... Alors, je ne porte pas de jugement en disant ça. Hein, c'est juste, c'est le paradoxe et l'image que je trouve étonnante. Mais et au-delà de ça, et après, tu me diras ce que tu en penses, toi, mais ce que je trouve, c'est que déjà, on comprend plus ce qu'on lui reproche à TikTok, moi, je trouve, vu d'Europe. Ben oui, c'est quoi le problème pour les Américains ? C'est que c'est l'espionnage supposé de TikTok, c'est les problèmes d'addiction, les problèmes d'influenceurs foireux, etc. Ou bien c'est juste un prétexte pour faire un sale coup à la Chine dans le cadre d'un bras de fer géopolitique. Franchement, c'est pas clair, hein. Ouais, ben c'est un heureux mélange de tout ça, puis tu as raison de le ramener, mais c'est aussi, et ça, je trouve ça un peu hypocrite de la part des Américains, mais bon, c'est pas la première fois qu'ils agissent comme ça, c'est de blâmer la direction. Et je suis pas pro TikTok, là, c'est pas ça, mais c'est de blâmer TikTok pour un mal qui est aussi existant sur leur plateforme. Ah ben absolument. Quand on parle de la désinformation, la propagande, du petit côté, TikTok, c'est peut-être un petit peu plus pro-russe, pro-Israël. Je m'excuse, mais il y a des plateformes américaines où on retrouve le même genre de désinformation. Alors, de pointer le voisin en disant « Oui, mais vous avez un gros problème. » Oui, mais je m'excuse. Meta, toutes les plateformes ont ce problème-là. X, c'est pire. Alors, à un moment donné, il faut se calmer. Il y a peut-être Snapchat qui passe à côté, heureusement pour eux. Mais donc, on reproche des choses à TikTok qu'on n'arrive même pas à régler de notre côté. Entièrement d'accord avec toi. Et dernière chose aussi, quand même, alors malgré tout, hein, sur le problème aussi que les Américains reprochent à TikTok, c'est le lien avec le gouvernement chinois. TikTok dit, mais pas du tout, regardez, ByteDance est totalement autonome, sauf que là, les Chinois, ils viennent de se faire avoir. C'est le gouvernement chinois qui commence à protester. Mais de quoi je me mêle s'ils n'ont rien à voir dans TikTok. D'autant plus que les applications américaines, elles sont interdites en Chine. Meta fonctionne pas en Chine. Ouais, X fonctionne pas au grand mal de Musk. Puis donc toutes les applications américaines, elles sont censurées en Chine. Et là, les Américains veulent faire la même chose. Et là, ils jouent à... Voilà, et les Chinois disent c'est pas bien, mais enfin les Chinois ils ont ils se sont livrés pieds et poings liés parce que c'est un aveu de faiblesse, c'est une reconnaissance du fait qu'en fait ils contrôlent un peu TikTok, quoi. Puis de toute façon, il faut pas être naïf, tu le sais comme moi, quand tu as une application qui est chinoise, de toute façon, tout service chinois qui est en ligne, il y a toujours une porte dérobée derrière pour s'assurer, et ça c'est à la demande du gouvernement chinois, que le service de renseignement, pour des raisons de sécurité interne, puisse accéder aux données ou à autres matériel qui circule sur le réseau. Donc, à un moment donné, il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf, mais il ne faut pas être naïf du tout, Bruno. Il y a aussi des portes dérobées dans les outils américains. Hein. Non. Mais bien sûr que si. Et il y a même parfois des choses encore plus... c'est encore plus ouvert. Il y a des lois. Il y a les lois extra-américaines. Tu sais qu'il y a une loi... Es-tu en train de parler du Patriot Act? Ben oui, exactement. Le Patriot Act, le Cloud Act, etc., qui fait qu'ils peuvent venir fouiller dans des data centers... y compris qui se trouverait chez nous en Europe, simplement parce que ça appartient à des boîtes américaines. Enfin bref. Mais tu sais que j'en ai une bonne pour toi. Tu te souviens toujours, quand même, tu as un bon souvenir du BlackBerry? Oh bah oui, bien sûr. Petite nostalgie. Mais tout le monde ne jurait que BlackBerry à cause de sa messagerie privée qui semblait être impénétrable. Sauf qu'à la fin de sa vie du système BlackBerry, ça c'était assez intéressant. Moi, j'avais découvert en parlant avec des gens du renseignement canadien qu'ils avaient un problème avec le BlackBerry parce que c'était géré par des serveurs et ils avaient fait des accords avec certains gouvernements qui sont plus ou moins recommandables en disant, écoutez, en échange de pouvoir installer des serveurs sur votre territoire, on vous donne une clé pour accéder aux discussions sur votre territoire. Imagine-toi. Ben heureusement, BlackBerry a fermé les portes officiellement avec son service de messagerie avant que l'histoire s'évente, là, mais... C'était une autre époque, mais ça arriverait aujourd'hui, ça fera un scandale, cette histoire-là. Ah, tout à fait. Ouais. Ben bon, enfin voilà. C'est de la vieille histoire. De TikTok à BlackBerry. Étonnant. On l'a fait. Mais Jérôme, il n'y a pas que ça dans l'actualité. De votre côté, ça a quand même bougé de façon importante. Il y a le président qui a reçu des recommandations pour l'utilisation de l'intelligence artificielle sur votre territoire. Ah oui, tu sais que nous, on n'a pas d'intelligence artificielle, mais on a des rapports.
On a des règlements et on sait encadrer et on sait faire des rapports et des commissions, c'est sûr. Oui, non, je suis un peu taquin. C'est vrai que on se dit quand même, ça allait un rapport de plus sur l'intelligence artificielle, parce que c'est pas le premier. Il y en a déjà eu. Il y avait eu le rapport Villani il y a quelques années, en 2018, je crois, etc. Bon, mais non, pourquoi pas ? C'est vrai qu'il s'est passé des choses, ça a beaucoup évolué. Maintenant, c'est les IA génératives, donc c'est un peu panique à bord. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, écoute, il y a des choses intéressantes dans ce rapport. Voilà, 25 propositions faites au gouvernement. Il faut développer. En gros, moi, ce que je retiens, c'est un peu l'idée, c'est il faut développer, il faut faire aimer l'intelligence artificielle en France. Alors, il y a des questions d'argent. On parle de débloquer 5 milliards par an, etc. D'utiliser l'IA dans l'enseignement. Ça, je trouve ça intéressant y compris pour aider à créer des cours et des parcours personnalisé d'éducation. Et puis, il y a une idée un peu étrange de gouvernance internationale de l'intelligence artificielle. C'est une proposition. Je ne sais pas trop ce qu'il en ressortira. Bon, c'est un rapport, ce sont des propositions. Maintenant, qu'est-ce que le gouvernement va vraiment faire de tout ça ? Eh bien, écoute, c'est l'éternelle question, hein. Mais je trouve ça intéressant que tu le présentes comme ça, parce que chez nous, ici au Québec, en février, il y a eu le Conseil de l'innovation qui est chapeauté par Luc Sirois, un ancien collaborateur de mon carnet, qui a présenté 12 recommandations qui, justement, je regardais le rapport qui avait été remis à Macron cette semaine. Écoute, tout le monde s'en va dans le même sens. Bien sûr. Et il faut prendre le virage, il faut que les étudiants suivent, il faut que les industries adoptent quelque chose là-dedans. Faut que le gouvernement aussi prenne le virage. Il faut tenir le coup face aux Américains, etc. Exactement. Ouais. Puis il y a aussi le volet, mais ça, il est poussé par le rapport, mais j'ai pas senti le gouvernement québécois embarquer. Je sais pas si le gouvernement canadien va embarquer. C'est la notion de souveraineté dans l'IA. Et ça, j'avoue que moi, ça m'interpelle beaucoup. Oui, absolument. Il y a aussi une autre chose. Moi, quelquefois, on me pose la question, est-ce que la France et l'Europe ont encore leur chance, ou on va encore rater le train comme d'habitude ? Et on dira, c'est super, réponse ? On avait tout inventé, mais en fait, c'est les Américains qui l'ont fait. Non, mais je pense qu'on en est au même plan, on va avoir les mêmes problèmes. C'est-à-dire que oui, nous on a des ingénieurs super forts chez nous, on a des écoles formidables, des formations de dingue. Ils sont excellents. D'ailleurs, il y en a plein qui vont bosser dans des boîtes américaines après. Oui, au Canada. Mais il y a un truc qui nous manque. Et là, je suis désolé, je suis assez pessimiste. Je vois pas comment on pourra régler le problème. C'est le pognon. C'est tout. C'est que les Américains sont à une échelle d'investissement financier qui est inaccessible pour nous, Européens et Français. Et donc, l'exception, ça serait quoi ? Ça sera Mistral ? Mais alors, Mistral ou d'autres, Mistral qui vient de passer plus ou moins sous la coupe de Microsoft, entre guillemets, voilà. Non. Je voulais t'entendre le dire, merci. Ouais, évidemment. Non, mais en revanche, il va peut-être Non, mais je crois que l'une des cartes réponses, ça pourrait être l'open source. C'est-à-dire que les Américains, ils ont investi des milliards pour développer des solutions propriétaires. C'est bien, ils ont ouvert la voie, ils ont créé OpenAI, etc. et tout. Maintenant, on est presque déjà à la deuxième étape qui est, on arrive à faire des modèles plus légers et qui en plus sont en open source, donc accessibles à plus de monde, mine de rien. C'est une autre manière d'asseoir une forme de je ne vais pas dire de domination, mais ça peut être une autre manière vraiment d'avoir de l'influence à ce niveau-là. Et là, tu ouvres la porte pour qu'on parle de Croc avec Musk qui avait décidé de le lancer dans l'open source. Mais oui, parce que l'open source, c'est le truc du challenger, par définition. Mais on va pas là. On va pas en parler, parce que... Non, on va pas là. Sinon, on va faire 20 minutes. Bon, à part ça, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet, Bruno ? Oui, s'il te plaît, laisse-moi. Oui. Tu as déjà le tiers. Écoute, je fais une entrevue avec Stéphane Garneau, qui est le grand patron de Micrologique. Micrologique, c'est ceux qui sont derrière l'infonuagique souverain, qui a été développé au Québec pour répondre à des besoins très précis. Ça fonctionne très bien, leur truc. Et là, le dernier coup qu'ils ont réussi, c'est un coup fumant. Ils ont fait une entente, et c'est le seul partenaire exclusif au Canada pour développer une IA souveraine avec les gens de NVIDIA. Et c'est fascinant de voir l'entente qu'ils ont pris avec eux. Et l'idée, c'est le même principe qu'avec l'info nuagique, qui est souverain pour permettre une sécurité. Alors, eux, avec l'intelligence artificielle, ils veulent aussi s'assurer que les données qui sont utilisées demeurent sur le territoire pour être protégées des intérêts étrangers. D'accord. NVIDIA, donc le gros poids lourd de l'IA qui fournit toutes les cartes graphiques qui permettent de faire tourner les modèles. Parce que
Et ils sont en train de développer des partenariats partout à travers la planète avec des plus petits joueurs pour faire compenser vis-à-vis à leur entente avec les gros joueurs de l'IA. Alors, assez habile de leur part. Sinon, je parle avec Nicolas Ivanov, qui, lui, se spécialise dans le développement ou la personnalisation des IA dans le contexte industriel. Et puis, avec lui, on parle de l'énergie nécessaire pour faire carburer l'intelligence artificielle. Et il est très critique par rapport à ce qui se passe présentement. Et lui, il dit qu'on pourrait faire mieux avec moins. Alors, il y a un truc intéressant. Puis sinon, je parle au docteur Frédéric Lemaire, qui, lui, a développé une technologie ou une façon de faire qui, maintenant, va être utilisée dans la station orbitale internationale pour, en cas de besoin d'intervention médicale. C'est un truc qu'ils ont développé sur la Terre. Ça a été payé par l'Agence spatiale canadienne. Génial. Et maintenant, les astronautes ont ça dans leurs mains. Alors, en cas d'urgence, ils savent comment procéder, même s'ils sont pas médecins. Et ça peut faire une différence parce qu'il y a des gens qui, depuis quelques années, l'utilisent sur Terre, dans les régions éloignées, et même à travers la planète, dans des régions éloignées. Et ça fait la différence, puis ils ont déjà sauvé pas mal de vies. Génial. Bah écoute, on va écouter ça. On va se précipiter à l'écoute de mon carnet juste après l'écoute de Monde Numérique ou juste avant. Hein. C'est comme vous voulez. Voilà. Mais l'idée, c'est de le faire un après l'autre. Comme ça se tient très clairement dans votre tête. Hey, Jérôme, merci beaucoup d'avoir été là cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, avec grand plaisir, mon cher Bruno. Passe une très bonne semaine. Salut. L'innovation de la semaine. Parlons un peu de maisons connectées cette semaine avec un nouveau produit que j'ai testé, c'est l'Amazon Echo Hub. Un nouveau joujou signé Amazon qui s'adresse aux amateurs de lumière connectée, prises électriques connectées, caméras de surveillance, portiers, chauffage, etc. Et qui sont aussi éventuellement déjà utilisateurs de l'assistant vocal Alexa. En gros, de quoi s'agit-il ? Eh bien, cet Echo Hub est une petite tablette qui est conçue pour être fixée au mur, mais on peut aussi la poser sur un meuble, et qui permet d'avoir un œil et de piloter tous ces objets connectés à la maison. En effet, l'un de ses points forts, c'est qu'il est nativement compatible avec de très nombreux objets connectés de marques différentes. Il reconnaît les protocoles de communication Zigbee, c'est le protocole des lumières Philips Hue, Wi-Fi, Bluetooth, Matter, Thread et Sidewalk, qui est le protocole propriétaire d'Amazon. Bref, c'est un vrai tableau de bord, une tour de contrôle pour votre maison connectée. Alors, j'ai lu beaucoup d'articles sur des sites spécialisés qui semblaient s'extasier sur cet Echo Hub, expliquant que c'était le produit que beaucoup d'amateurs de domotique attendaient. Amazon m'a aussi expliqué que ça répondait à une vraie demande de beaucoup d'utilisateurs. Et pourtant, pour ma part, mais je suis un peu sceptique parce que, certes, l'idée de pouvoir commander tous ces objets connectés à partir d'un seul écran, c'est plutôt sympa. Et c'est vrai que beaucoup d'amateurs de maisons connectées utilisaient jusqu'à présent des vieilles tablettes, Android ou iPad, qu'ils avaient recyclées comme ça en écran de contrôle, souvent fixées près de la porte d'entrée, sur le mur. Mais personnellement, je n'en vois pas forcément l'intérêt. Pour 3 raisons. D'abord, parce que je possède déjà un autre appareil Alexa qui est un Echo Show, c'est-à-dire un assistant avec écran sur lequel on peut retrouver exactement les mêmes fonctions. Il y a un onglet Maison connectée et on va retrouver tous les objets connectés de la maison. Bon, la différence sur l'Echo Hub, c'est que lui, il est entièrement dédié à la domotique, donc on ne va pas être embarrassé avec les photos de vacances, les blagues d'Alexa ou les publicités qui défilent sur l'écran. Mais n'empêche. Deuxièmement, en réalité, j'avoue que je ne vois pas bien l'intérêt d'utiliser un écran pour des objets connectés quand on peut les piloter à la voix, notamment les lumières, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Ou bien, on peut aussi utiliser les applis sur son smartphone. Et je ne sais pas comment vous faites chez vous, mais moi, j'ai souvent mon smartphone sous la main et je trouve ça plus simple que d'aller consulter un écran qui se trouve à un endroit précis dans la maison. Enfin, troisièmement, eh bien, je pensais que cet appareil allait pouvoir simplifier mon installation domotique qui, je l'avoue, est un peu compliquée. Mais malheureusement, il ne prend pas vraiment en charge tous les protocoles d'objets connectés qui existent sur le marché. Et notamment, il fait l'impasse sur 2 vieux protocoles que j'ai le bonheur de continuer à utiliser malgré tout, qui sont Z-Wave et N-Océan. Et ben voilà. Du coup, la box domotique que j'utilise personnellement, une box Idomus, petite box française, on les salue au passage, a encore de beaux jours devant elle, je suis pas prêt de m'en séparer.
Bon, tout cela n'est qu'un avis personnel, d'autres utilisateurs auront peut-être une approche totalement différente, et cela ne veut pas dire que l'EcoHub n'est pas un produit intéressant, bien au contraire. Encore un mot à son sujet, d'abord il est plutôt bien fichu comme tous les appareils Amazon Alexa, il faut l'avouer, joli, pratique, hyper simple à installer et à configurer, surtout quand on a l'habitude de l'appli Alexa, ça prend quelques minutes à peine. En plus, il intègre des haut-parleurs, un micro et une caméra, mais que l'on peut désactiver, mais ce qui en fait du coup un vrai appareil Alexa, un vrai assistant à part entière. Bon, même si la qualité audio, évidemment, est moins bonne que celle d'un appareil avec une grosse enceinte type Echo Show ou Echo Studio. Voilà. Alors, en fait, ce produit, ça intéressera surtout les gens qui ont des caméras connectées ou un portier connecté pour voir ce qui se passe devant leur porte, car ça permet d'afficher sur l'écran une mosaïque avec toutes les images de toutes les caméras. D'ailleurs, il paraît que la vidéo et les systèmes d'alarme, c'est ce qui attire le plus les utilisateurs aujourd'hui en matière d'objets connectés pour la maison. Avant, c'était les luminaires. Le prix de cet EcoHub, il est correct, mais pas donné, environ 200 €. Monde numérique, le meilleur de la tech. On parle souvent des grands outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT, Lambda ou Mixtral, etc., qui sont utilisables par tout un chacun directement sur le web, gratuitement ou en payant, selon les différentes formules qui existent. Mais il faut savoir on voit apparaître de plus en plus également des applications à base d'IA qui proposent des services spécifiques en utilisant ces plateformes. Ces applis passent par ce qu'on appelle les API, donc les connecteurs logiciels qui permettent de se relier à des plateformes d'intelligence artificielle. C'est le cas par exemple de l'application Dict, développée par une entreprise française de Franche-Comté, Livedeo. Dict est spécialisée dans le compte-rendu de réunions ou de conférences ou de colloques. Elle est capable d'écouter des réunions et d'en tirer la substantifique moelle de manière automatique. Alors c'est pas la seule appli de ce genre qui existe sur le marché, mais celle-ci a une particularité puisqu'elle met en avant la dimension inclusive, notamment avec des comptes rendus en plusieurs langues, etc. Et elle met l'accent également sur la confidentialité des données. Donc c'est un exemple intéressant et concret de ce que l'on peut faire aujourd'hui avec de l'IA pour rendre de vrais services. Bonjour Cyprien Mélian. Bonjour. Vous dirigez l'entreprise Livedeo à Besançon. Vous êtes cofondateur et CEO. Et vous avez développé des outils d'intelligence artificielle qui vraiment peuvent rendre service au quotidien dans différentes entreprises. Notamment, vous avez un outil de compte-rendu d'événements, de réunions, etc., particulièrement évolué. Alors en effet, nous sommes partis de ce constat qu'en effet, l'inclusion, lorsqu'on est dans les échanges humains, était absolument pas pris en considération. Lorsqu'on parle d'inclusion, on parle des participants à une session de discussion, tout simplement, ou d'échange entre humains, à 2, à 3, à une plénière, salle plénière. Est-ce que toute personne qui participe est réellement inclue dans cette discussion? Une forme d'inclusion du point de vue de la compréhension technologique. On n'est pas tous égaux face à notre digital literacy, il ne faut pas la dire en anglais. Oui, le niveau de connaissance et de maîtrise des technologies. Pour décoder en effet les messages. Comment ça marche exactement, donc, cette solution qui s'appelle Dict? Lorsque la session de discussion, la réunion, l'échange commence, une personne, un des participants va lancer sur l'application Dict le bouton « Enregistrer ». Sur son smartphone. Sur son smartphone. Ou son ordi. Sur sa montre connectée. Ou sur sa montre, d'accord. C'est ça qui est intéressant. Et évidemment, l'enregistrement audio va commencer avec l'accord des participants. D'un point de vue légal, bien évidemment, cet accord est obligatoire. L'enregistrement audio se fait. On oublie le smartphone, on termine la réunion, et donc, lorsque la réunion est terminée, on choisit de transcrire, de processer, de réaliser le processing, donc la tâche de transcription. Au bout de 5 minutes, pour une réunion de 2 heures à peu près, on va obtenir et recevoir par email et dans l'application la version PDF, la version Word, la version Markdown, plus une magnifique image qui a été générée spécifiquement sous l'angle de cette réunion-là par DALL-E 3, via une API évidemment qui va bien pour ça. Ensuite, puisqu'on a la transcription, la particularité de Dict, c'est d'utiliser évidemment des outils, des modèles connus, Whisper, pour ne pas le nommer, mais avec... Alors Whisper, c'est un outil de speech-to-text, c'est-à-dire qui
retranscrit des propos oraux. Exact. C'est un outil et un modèle qui est disponible au format open source. Oui, qui est gratuit. Donc, on peut l'héberger. Et c'est ce que nous faisons. Nous ne souhaitons pas que les données audio soient envoyées à OpenAI ou autre. Elles sont envoyées dans une infrastructure infogérée par Livdeo pour Dict. Par exemple, là, on sort d'une réunion, d'une conférence qui était consacrée à l'intelligence artificielle. Quels sont les 4-5 points qu'il a extraits? Vous pouvez nous les donner concrètement? En effet, on a fait ensuite, suite à la transcription, 2 analyses. Ouais. Un compte-rendu simplifié, 2 pages maximum, c'est une des fonctionnalités de Dict, et une analyse SWOT, force, faiblesse, opportunité et risque. Les deux, donc, si je prends par exemple parmi les forces, si je regarde l'analyse SWOT, juste quelques mots. Bien évidemment, quelques mots, c'est force, capacité de l'IA à traiter, analyser des grandes quantités de données pour fournir des insights précieux. Et par exemple, une faiblesse, coût potentiellement élevé de l'adoption de l'IA, notamment pour les solutions plus avancées. Et c'est précisément ce qui a été évoqué pendant cette session. Également, on peut l'interroger, y compris oralement. Exactement, à l'écrit et à l'oral. Par exemple, on va poser quelques questions sur quelles seraient les opportunités qui ont été identifiées lors de la session et lors de la réunion d'aujourd'hui. Utilise des bullet points pour me répondre, s'il te plaît. Donc, nous observons d'abord la retranscription de ce que je viens de dire, puisque c'est intéressant aussi d'avoir cette ça, c'est un peu long, vérification. Alors, la deuxième partie, c'est long pour une raison simple. C'est qu'on fait une recherche dans l'intégralité de la base de connaissances. On ne parle pas de l'hallucination et ce n'est pas, en effet, la rapidité de ChatGPT qui va potentiellement... Prédiction et anticipation des tendances et comportements. Optimisation des processus et des ressources. Création et innovation grâce à l'IA générative. Par exemple, c'était 3 points clés, car je lui ai demandé, en effet, de m'identifier quelques éléments clés de cette réunion d'aujourd'hui. Ce qui est étonnant, c'est que ça n'a pas forcément été évoqué avec ces mots-là. Ce n'est pas juste quelques mots qui ont été attrapés. Il y a une vraie analyse du contenu, comme on est presque, je dirais, aujourd'hui habitué à le faire sur ChatGPT quand on tape du texte. Exact. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que cette matière première, qui est la retranscription, est utilisée par toute une série d'actions qui elles-mêmes sont associées avec des Large Language Models, des LLM. Oui. Particulièrement, par exemple, pour forcer le LLM, donc GPT-4, ou Mistral Large, ou Claude 3, par exemple, c'est les 3 back-ends que nous pouvons utiliser pour la version cloud de Dict. Donc ou alors, vous reposez au choix ces 3 modèles. Exactement. Donc ça peut être français lorsqu'on est dans des conditions tout à fait particulières. Mistral Large, par exemple, Mistral Medium, ce sont les deux via l'API. Donc ça, c'est une approche. Mais surtout, nous avons choisi aussi de partir pour synthétiser de la data. Donc à partir de cette session de réunion, nous sommes en mesure de générer environ 1000 questions-réponses qui sont utilisées pour fine-tuner un modèle petit, type Mistral 7B. Pour quelle raison ? Parce qu'une fois fine-tuné le modèle 7B de Mistral, il tourne dans votre ordinateur et il est spécialisé précisément sur cette réunion. 7B, c'est le modèle qui n'a pas besoin de data center, GPU, on va dire, de GPU, quoi que ce soit, etc. C'est dans votre ordinateur, il tourne, vous avez une IA spécialisée chez vous. Donc on va jusqu'à fine-tuner dynamiquement des modèles en utilisant le transcript comme source, en synthétisant de la data factuelle par rapport au transcript. Ces données d'entraînement sont utilisées pour fine-tuner le modèle. Cyprien Mélian, les IA, on les adore, mais on sait qu'elles ont un gros défaut, elles hallucinent. Parfois, elles se trompent. Quel est le taux de fiabilité de votre outil Dict lorsqu'il fait le compte-rendu d'une réunion? Est-ce qu'on est certain qu'il ne va pas inventer des choses? En effet, c'est un vaste sujet, le sujet de l'hallucination. Et notre objectif a été en effet d'avoir des phases tout à fait particulières de prompt engineering. C'est-à-dire qu'on va contrôler par des mécaniques inhérentes au prompt et à une série de prompts, c'est-à-dire qu'on va avoir véritablement plusieurs agents qui vont travailler ensemble pour analyser le transcript et pour faire le compte-rendu. On va avoir un agent qui va d'abord lister les thèmes principaux et ensuite, avec lui-même, spécialisé avec un prompt initial qui va dire « Tu es un magnifique agent qui travaille sous cet angle, voici tes skills, voici ta démarche, voici ce que tu ne dois pas faire. » Une fois que tu as fait terminer le travail, tu vas passer la main au deuxième agent. Cet agent-là, il est spécialisé plutôt dans l'interprétation point initial, point numéro 1. Tu dois aller chercher toute l'information dans le contenu de la réunion pour extraire précisément les informations qui sont
inhérente à ce point-là. Et un troisième qui va vérifier le tout. C'est un outil qui est accessible à tout le monde, à toutes les entreprises aujourd'hui, en termes de budget notamment. Combien ça coûte ? Alors aujourd'hui, nous sommes dans une phase de version bêta publique. Pour l'instant, c'est une version qui est gratuite. C'est-à-dire qu'en effet, ce qui nous intéresse nous aujourd'hui, c'est de comprendre quels sont, on va dire, les retours. Est-ce que c'est compris, on va dire, sous l'angle du bénéfice que cela apporte pour les entreprises, ou est-ce que ça éveille ou ça réveille des questionnements qui sont des éléments bloquants pour une prise de décision ? Merci beaucoup, Cyprien Mélian, CEO et cofondateur de Livdeo. J'étais ravi, merci infiniment, Jérôme. Après l'IA, on va parler télécom à présent avec Orange. Une nouvelle série de rendez-vous que je vous propose dans le cadre de notre partenariat avec le groupe Orange. J'ai le plaisir de recevoir de grands responsables de cette entreprise pour plonger au cœur de la transformation numérique des télécoms. Merci à eux de soutenir Monde Numérique. Bonjour Laurent Leboucher. Bonjour Jérôme. Vous êtes CTO du groupe Orange, c'est-à-dire Chief Technology Officer. Ravi de vous accueillir dans Monde Numérique pour ce premier rendez-vous en partenariat avec Orange qui va nous permettre d'examiner en profondeur les grandes transformations du monde des télécoms à l'ère du numérique. Voilà, parce qu'il se passe beaucoup de choses. C'est un secteur en pleine mutation, avec des transformations en profondeur, et qui, évidemment, indirectement, nous concerne tous, nous, utilisateurs des réseaux télécoms. Donc, on va voir comment Orange aborde cette transformation. Et pour ce premier numéro, on va commencer avec un concept qui est vraiment au cœur de votre activité aujourd'hui, c'est la notion de plateformisation. Et vous avez un mot chez Orange, vous parlez de telco as a platform. Donc telco, c'est vous, c'est opérateur télécom. Telco as a platform, en fait, ça veut dire quoi exactement, Laurent Leboucher ? Oui, Jérôme, effectivement, c'est une très bonne question. Ça peut paraître un peu mystérieux. Telco as a platform, c'est un concept, mais c'est aussi un programme stratégique et structurant pour Orange, qui s'appuie sur une vision. Et cette vision, c'est que pendant longtemps, les réseaux, la connectivité était un peu invisible. On l'utilisait, elle est partout. Mais de plus en plus, grâce à la technologie, grâce aux évolutions comme le cloud computing, grâce à l'intelligence artificielle, grâce au edge computing, on voit qu'il y a des usages nouveaux qui sont en train d'arriver, qui vont demander que le réseau soit beaucoup plus exposé aux développeurs, pour que les développeurs d'applications métiers, dans différents domaines, des domaines qui touchent tous les utilisateurs, comme vous et moi, mais aussi des utilisateurs dans les domaines industriels, par exemple, utilisent le réseau d'une certaine façon, avec une certaine qualité de service, avec certaines propriétés, pour faire des applications extrêmement riches. Et d'une certaine façon, c'est un petit peu comme si on prolonge les capacités du cloud computing pour construire une plateforme qui intègre les possibilités des réseaux. Ouais, c'est-à-dire que les réseaux ne sont pas ce qu'on appelle des dumb pipes, des tuyaux idiots. Exactement. Il y a de l'intelligence là-dedans et on peut leur faire plein de choses. Il y a plein de propriétés. On investit dans nos réseaux, on investit beaucoup dans l'intelligence de ces réseaux. Donc on parle finalement d'un nouveau cœur de réseau qu'on est en train de déployer sur nos différents pays. Et ce nouveau cœur va permettre de faire des choses véritablement très innovantes. Et en général, avec des partenaires. Donc on le fera pas tout seul, on le fera beaucoup avec des partenaires. Donc c'est aussi un modèle de co-innovation, d'open innovation qu'on va essayer de construire. Alors, au-delà du concept, ça change quoi ? Ça va changer quoi concrètement pour les utilisateurs ? Pour les utilisateurs, il faut déjà considérer qu'il y a plusieurs types d'utilisateurs. Il y a vous et moi. Oui. Il y a le grand public, c'est ce qu'on appelle le grand public, B2C, tout à fait. Il y a le B2B, il y a les entreprises, mais les utilisateurs dans les entreprises, et là il y a différentes verticales. Et je dirais il y a les développeurs sur les différents domaines. Voilà. Donc on va prendre deux exemples. On va prendre un exemple plutôt grand public l'un de mes proches. Qui a été hacké récemment au travers alors la méthode est assez classique, c'est le hacker utilise du social engineering, différentes méthodes pour récupérer quelques informations essentielles, votre date de naissance, potentiellement le nom de la rue dans laquelle vous avez grandi. Et sur la base de ces informations, on va ensuite appeler le call center de votre opérateur
et se faire passer pour vous en expliquant que son smartphone, il l'a perdu. Et que il faut changer de carte SIM. Donc il a une nouvelle carte SIM et s'il passe les barrières d'identification, alors le numéro de téléphone est associé à la nouvelle carte SIM. Que se passe-t-il pendant ce temps-là ? De façon, sans même que vous en aperceviez sur votre smartphone ne fonctionne plus et lui a pris votre identité, votre numéro de téléphone et peut se connecter, par exemple, à votre banque. Et il a un moyen d'authentification qui lui permet potentiellement de réaliser des opérations pour votre compte. Donc effectivement, c'est une fraude qui est assez répandue, qui est assez dangereuse, et on peut s'en prémunir, on peut se protéger. Et donc, une possibilité, c'est d'exposer une API qu'on appelle SIM-swap, pour changement de carte SIM, qui permet à une banque, dans le cadre du parcours digital, de vérifier que la carte SIM n'a pas été changée depuis quelques heures. Donc, s'il y a une transaction importante, avant de faire cette transaction, on appelle le code de l'application bancaire, va appeler cette API et faire cette vérification. Et si la réponse est positive, alors, à ce moment-là, ça veut pas forcément dire que le compte est hacké, mais ça peut être une alerte. Et donc, dans ce cas-là, on prend les précautions. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple, en fait, qui montre que on peut utiliser le réseau pour des cas d'usage qui touchent tout le monde. Donc ça, concrètement, ça permettrait de faire face à quel type d'arnaque ? Eh bien, ça permettrait, en fait, d'éviter les situations où, au moment où la banque demande une double authentification au travers du numéro de mobile et en envoyant un SMS, d'éviter d'envoyer le SMS au hacker et donc de s'assurer que votre numéro de mobile est toujours en votre possession. Et donc ça, c'est au niveau du réseau que ça se passe ? Absolument. C'est facile à faire ? Alors c'est assez facile. On a déjà exposé cette API en Espagne et donc elle est utilisable aujourd'hui. On l'utilise aussi en France et on le fait aussi avec d'autres opérateurs, à la fois en Espagne et en France. Pourquoi vous l'avez pas fait avant ? Alors ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut aligner tous les opérateurs. Il faut que tous les opérateurs d'un même pays, sur un cas d'usage comme celui-là, exposent la même API pour que la banque puisse, dans son application digitale, protéger tous ses clients. D'accord. Donc en fait, c'est la banque qui implémente cette solution technique grâce à votre API. La banque va développer son application, son application mobile, et l'application mobile de la banque va utiliser une API exposée par les opérateurs. Alors ça, c'est le premier exemple. Un deuxième exemple des applications possibles avec cette plateformisation ? Alors, un deuxième exemple, c'est celui des réseaux privés mobiles virtuels. Qu'est-ce que c'est qu'un réseau privé mobile virtuel ? C'est un réseau mobile qu'on va construire à la demande, de façon complètement automatisée, pour répondre à des besoins spécifiques d'une entreprise, d'une industrie, sur un campus industriel, pour par exemple des journalistes en déplacement, sur un événement sportif, pour des forces de police aussi qui ont besoin d'avoir des moyens de communication, par exemple en push to talk. Donc c'est pour répondre à des besoins spécifiques dans différentes situations où on a des exigences de sécurité. Donc on veut éviter, en fait, on veut assurer que le trafic est bien isolé et protégé des autres trafics, mais aussi pour des raisons de qualité de service. On a besoin de s'assurer, par exemple, que la latence est garantie. La latence, c'est le temps. La vitesse de réaction. La vitesse de réaction, le temps de réaction de bout en bout. Si je prends l'exemple d'une usine, sur une usine, l'enjeu, c'est de pouvoir permettre à des AGV, donc des petits véhicules autonomes, de se déplacer dans l'usine, d'avoir des chaînes de production qui sont très configurables, avec des ateliers qu'on peut déplacer si besoin, si on veut par exemple changer de produit, le faire de façon très simple. Lorsque tout est câblé, ça prend du temps de reconfigurer l'usine. Si on remplace
tout le câblage par des solutions à base de réseaux mobiles, dans ce cas-là, ça devient beaucoup plus simple. Donc là, c'est de la 5G. C'est de la 5G, mais avec des caractéristiques également de latence qui deviennent essentielles. Il faut être capable de garantir 10 millisecondes de bout en bout ou moins. Si on veut contrôler une chaîne de production, la qualité en sortie d'une chaîne de production avec des caméras, par exemple, il faut être capable d'arrêter ou bien de trier des déchets, le faire très rapidement. Et le nombre de millisecondes devient complètement essentiel. Voilà. Merci Laurent Le Boucher, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et je rappelle que vous êtes le CTO, le Chief Technology Officer du groupe Orange. Merci Jérôme. C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique, l'hebdo du 16 mars 2024. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'étais ravi de passer ce moment avec vous et je vous donne rendez-vous bien entendu la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'hebdo, sans oublier au passage la semaine prochaine, avant le week-end, les interviews en épisodes séparés et puis des éditos et du décryptage divers et variés. Donc restez à l'écoute, abonnez-vous surtout à Monde Numérique sur la plateforme de votre choix, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict, YouTube Musique. Abonnez-vous également, je vous conseille, à la newsletter de Monde Numérique pour recevoir régulièrement dans votre boîte mail des news, des comptes rendus d'interviews également. Et puis surtout, parlez de ce podcast à vos amis, incitez-les à s'abonner eux-mêmes, faites-leur suivre la newsletter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur les plateformes de podcast, en mettant des petites étoiles surtout, très important, sur les réseaux sociaux ou encore par mail, en allant sur le site mondenumérique.info. Je vous souhaite une très bonne semaine pleine de tech et je vous dis à samedi prochain. Salut!